reden über Kunst bei Art Talk, dem Kunstpodcast aus Saarlor-Lux. Wir treffen KuratorInnen und KünstlerInnen dort, wo sie gerade ausstellen. Mit uns entdeckt ihr zeitgenössische Kunst und außergewöhnliche Kunsträume in unserer Region. Werde Teil von Galeriegesprächen, Ausstellungseröffnungen und Finissagen. Art Talk hört ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Art Talk. Diesmal geht es wieder nach Lothringen und zwar ins Centre d'Art Contemporain in der ehemaligen Synagoge von Delm. Hier gibt es eine Ausstellung von Raffaela Vogel und diese heißt International Comparison. Raffaela Vogel wurde 1988 in Nürnberg geboren und gilt heute als der neue Komet am Kunsthimmel. Sie studierte an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg, an der Städelschule in Frankfurt und am Des Ateliers Amsterdam. Sie lebt und arbeitet in Berlin. Durch die Ausstellung führt uns Sarah Violon. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an das Centre d'Art Contemporain in der ehemaligen Synagoge in Delm für die angenehme Zusammenarbeit. Und dieser Podcast ist in Französisch und wenn ihr die deutschen oder englischen Untertitel mitlesen möchtet, dann schaut doch in unseren Blog oder auch auf unseren YouTube-Kanal. Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Eure Verena Feldbausch. Donc, bienvenue dans l'exposition de Raffaela Vogel, qui est une jeune artiste allemande. Elle est née en 1988 à Nuremberg, ça lui fait 36 ans. Elle est aussi enseignante en école d'art. Son exposition, International Comparison, elle s'inscrit en fait dans une série d'expositions qui tourne autour de la figure d'Erich Hoppe, qui est un écrivain juif allemand. Mais avant de rentrer dans ces détails, je vais quand même vous parler un petit peu en général de la pratique de Raffaela, qui, la plupart du temps, va concevoir des installations monumentales, un petit peu à l'image de celle-ci, dans lesquelles elle va mêler vidéos, sculptures, peintures. Et la plupart du temps, ces installations prennent appui sur des objets qu'elle va chiner ou qu'elle va récupérer, donc comme cet ancien kiosque de fleuriste, qui est ici la base de cette œuvre. Mais ça peut aussi être des chariots à bagages, des chaises d'un restaurant asiatique, un urinoir public, un peu tout. De la même manière, quand elle réalise ses peintures, on voit une qui flotte tout en haut du mémorial, elle travaille sur des cuirs, depuis quelques années des faux cuirs. En fait, elle n'aime pas travailler sur un matériau neuf, vierge, qui sort du magasin. Elle préfère que ces supports, ces matières, aient déjà une histoire ou un vécu, qu'il se passe déjà quelque chose. Et donc, quand elle a commencé à peindre sur les cuirs, elle sélectionnait en fait des cuirs qui étaient classés comme impropres à la commercialisation parce que c'était des bêtes qui étaient abattues pour le contrôle environnemental et pas pour l'élevage du cuir. Donc souvent, ils étaient déjà blessés ou ils avaient des maladies, des insectes. Donc les cuirs étaient endommagés et impropres au commerce. J'ai juste une question parce que vous avez dit que c'était des cuirs artificiels, non? Ou ce sont les vrais cuirs? Au début de sa pratique, c'était de vrais cuirs. Et il me semble que ça fait quelques années qu'elle a entamé une transition et maintenant elle peint sur de faux cuirs. Mais du coup, c'est comme ça qu'elle conçoit ses installations. Et celle qu'on a en face de nous, Elephant Memory Memorial Structure, c'est une installation qu'elle a imaginée en 2022-2023. C'était une commande, en fait, qui lui a été passée par le Kunstverein de la place Rosa Luxembourg, donc le musée qui se trouve sur cette place. Une commande pour imaginer une pièce en extérieur, qui devait rester en extérieur 6 mois. Cette place, elle a une importance assez particulière pour bon nombre d'artistes ou d'intellectuels berlinois, parce qu'il y a une assez forte histoire finalement autour de cette place. Et ce qu'on voit sur ce panneau qui vient entourer le théâtre, c'est une œuvre qui a été imaginée par Roberto Burle Marx, qui était un architecte paysagiste germano-brésilien juif. Et en fait, il a imaginé ce plan d'aménagement ou d'embellissement de la place. En fait, toutes les zones colorées qu'on retrouve ici
devaient être des zones de goudron coloré. Donc en fait, il a imaginé une sorte de fresque ou de peinture qui devait recouvrir tout le sol de la place pour venir jusqu'aux portes du théâtre et des autres bâtiments un petit peu autour de cette place. Mais c'est une œuvre qui n'a jamais été réalisée. Et en fait, toutes les œuvres, toutes les personnes que Raffaella vient convoquer avec ce mémorial, parce que c'est ce qu'elle nous apprend dans le titre de son œuvre, Elephant Memory Memorial Structure, on est face ou dans un mémorial, elle vient convoquer des œuvres disparues ou des œuvres qui n'ont pas complètement existé pour leur rendre hommage. Et toujours en lien avec cette place, la Rosa Luxembourg Place. Donc on avait ce projet-ci. On a aussi ce qu'on voit sur la peinture qui flotte un petit peu comme un drapeau, comme un étendard au sommet du mémorial. Ce qu'on voit représenter, c'est la façade d'un monument qui a été imaginé par Ludwig Mies van der Rohe à la mémoire de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht. À peu près. C'est pas exactement la bonne prononciation. Et donc Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht étaient des militants activistes qui souhaitaient, en gros, mettre en place la révolution communiste socialiste qui avait lieu en Russie, la faire venir jusqu'en Europe et notamment qu'elle prenne racine en Allemagne. Donc ces deux militants ont été tués sur cette place, sur la Rosa Luxembourg Place, dans les années 1919-1920. Et ils ont été enterrés dans un cimetière à quelques pas de là. Et c'est sur ce cimetière qu'a été construit ce mémorial. Alors le mémorial n'a jamais été construit en entier. A priori, il n'y avait que la façade. Et il a ensuite été détruit par le régime nazi dans les années 1933-1935. Donc encore une fois, ce que Raffaella vient évoquer, c'est une œuvre qui a disparu. Et finalement, ce qu'elle nous invite, ce sur quoi elle nous invite peut-être à nous pencher, ce sont des questions de mémoire. J'aurais envie de dire de mémoire au pluriel, parce qu'il y a la mémoire dont on doit se souvenir, ce qu'on nous dit aussi de nous souvenir, ce qu'on apprend à l'école, etc. Il y a la mémoire dont on veut se souvenir, qu'est-ce que nous, on préférerait se souvenir, qui peut-être ne figure pas dans les livres ou dans les savoirs qui sont transmis. Et donc, elle vient nous poser un peu une question de quels critères, qu'est-ce qui pourrait faire la valeur d'une mémoire ou d'une personne ou d'une œuvre par rapport à une autre? Comment est-ce qu'on va choisir qui rentre dans l'histoire et qui en est un peu relégué? Et c'est le cas également pour le tango que vous avez pu entendre. On pourra le remettre un petit peu à la fin, mais je me suis dit que ce serait plus simple quand même pour la visite de le couper. Ce tango a été écrit, les paroles, par Erich Hoppe, donc cet écrivain que je citais au tout début. Et je vais revenir un peu maintenant sur son histoire, puisque c'est lui qui est un petit peu figure centrale de cette série de projets que j'évoquais au départ. Donc Erich Hoppe, il a vécu aussi un temps sur la Rosa Luxembourg Place. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, il s'est caché dans un bordel pas très loin de là. Et ensuite, il s'est déplacé, il a trouvé refuge dans le sous-sol d'une maison en banlieue de Berlin. Et il s'avère que l'artiste, Raffaella Vogel, a vécu, elle aussi, sur la place Rosa Luxembourg. Puis, elle a choisi d'en déménager parce que sa galerie se trouve aussi sur cette place. Et elle a déménagé justement dans la maison dans laquelle Erich Hoppe s'était caché. Et elle a découvert ça parce qu'il y avait une petite plaque sur la maison. Donc elle a commencé ses recherches et c'est comme ça qu'elle a découvert toute l'histoire de cet écrivain qui n'est pas très reconnu en dehors de l'Allemagne, en dehors de Berlin même. Il avait une place dans une académie de littérature à Berlin jusqu'au tout début de la guerre. Et ensuite, il a dû partir. Et
Elle a retrouvé surtout des textes de lui qui décrivaient en fait ses temps où il était caché, où il était réfugié en quelque sorte dans le sous-sol, et ce tango qu'elle a trouvé dans une petite bouquinerie d'occasion en Lituanie. Et ce tango, donc on retrouve dans cette exposition, la musique a été composée par Carla Buell, qui était Miss Allemagne en 1930. Mais un petit peu comme les autres œuvres qu'on a citées jusqu'ici, n'a jamais été enregistré, qui n'a jamais vraiment vu le jour, hormis sous forme manuscrite. Et donc la version qu'on entend dans cette installation, c'est Rafaela Vogel qui la chante et qui la met en voix. Ce tango, on le retrouve aussi sous une autre forme dans cette autre installation de l'artiste. On retrouve un petit peu les éléments clés de ces installations dont je vous parlais. On a toujours ces peintures en cuir, toujours dans cette forme triangulaire d'ailleurs, et des installations un peu on pourrait presque dire de bric-et-brac, qui mélangent sculpture et toutes sortes d'objets. Donc là, c'était une exposition à la galerie Petzel à New York. Et en fait, on retrouve le tango dans cette structure. Ça fait un petit peu penser à un sas de contrôle, comme on pourrait en trouver dans les aéroports au moment de l'embarquement. On a vraiment cette impression en plus parce que la structure est remplie d'appareils photo qui mitraillent en fait les visiteurs qui rentrent dedans. Et les photos sont ensuite parfois reprojetées sur cette structure. Et quand ce n'est pas les photos des visiteurs qu'on voit, c'est une vidéo de l'artiste qui danse sur un mélange entre la musique du tango, il n'y a pas les paroles, c'est juste la musique, un mélange entre cette musique et une musique plutôt métal. Donc elle reprend en fait des petits morceaux de ce tango ou de l'histoire de Erich Hop dans des pièces. Et elle vient comme ça un petit peu creuser la mémoire de cet homme. Donc voilà un petit peu pour cette pièce qui vient plutôt bien se nicher dans l'espace de la synagogue. Et en écho à cette installation, Rafaela Vogel a imaginé une seconde installation, spécialement cette fois pour le centre d'art. Et elle commence avec cette petite sculpture qui se trouve juste ici. Alors, Rafaela Vogel, elle a une technique de sculpture un peu particulière, on pourrait dire. Elle travaille avec du plastique recyclable sous forme de petites billes blanches qu'elle va venir faire fondre, qu'elle va venir travailler et qu'elle va ensuite plaquer sur des sculptures déjà existantes. C'est comme ça qu'elle a fait aussi les éléphants dont j'ai pas parlé mais qu'on retrouve sur le kiosque. Pourquoi des éléphants? Tout simplement parce que c'est un peu le symbole de la mémoire. Rafaela Vogel, elle va assez souvent reprendre des symboliques animales dans ses œuvres. Parfois, ça va être des lions pour la question peu de la puissance, un côté gardien aussi, protecteur. Le cheval aussi qui va apparaître, un petit peu représentation classique du pouvoir. L'homme à cheval, c'est l'homme de pouvoir. Ici, c'est l'éléphant pour sa mémoire. Et ce qui est à noter, selon moi en tout cas, par rapport à la mémoire de l'éléphant, c'est que c'est une mémoire instinctive, presque naturelle. Et souvent, on va lire que l'éléphant ne choisit pas de se rappeler de quelque chose ou de ne pas se rappeler de quelque chose. C'est quelque chose de naturel. Donc dans ces questions de mémoire qu'on vient comparer, qu'on vient juger, c'est assez intéressant d'avoir un exemple comme ça naturel de ces souvenirs. Et donc ici, elle s'est servie de petites sculptures d'éléphants. Et ici, je sais pas si vous arrivez à reconnaître, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit ange, un petit poutot, comme on les appelle, qui tient un petit livre, un album de photographies. On s'aperçoit donc certaines photographies ont été découpées par l'artiste et ce sont les photographies qu'on retrouve dans la suite de l'installation à l'étage. En fait, le centre d'art, c'est un lieu de production. Et du coup, on invite des artistes à venir à chaque fois découvrir le lieu, découvrir le centre d'art. Et c'est en fonction de ce moment de découverte qu'ils vont imaginer une œuvre ou toute une exposition. Donc certains sont inspirés par l'architecture, d'autres ça va être le contexte
rurale, ou d'autres comme Raffaella, c'est on va dire un mélange entre l'architecture et l'histoire forcément de ce bâtiment qui est une ancienne synagogue. Donc tout d'abord, on a un ensemble de sculptures qui reprennent toutes ces formes triangulaires, à peu près, un peu étranges, que Raffaella va rapprocher de griffes ou d'ongles. Donc quelque chose qui va montrer, pointer vers quelque chose qui va diriger le regard. Et ce vers quoi le regard est dirigé, ce sont ces petites photographies qu'on devine donc, qui ont été découpées dans le livre que tient le petit ange en bas. Alors ces photographies, ce sont des photos de différentes candidates à des concours Miss des années 30. Et du coup, l'album qui a été découpé, c'est un album comme celui-ci, sorte d'album Panini, en fait. C'est ce qu'on voit au dos de certaines photographies. On comprend qu'en fait, pour tant de cigarettes achetées, on avait une photo de Miss offerte. Voilà. Donc il fallait être un bon fumeur pour compléter les albums qui sont quand même assez conséquents. Et donc, on pourrait se demander pourquoi avoir choisi des photographies de Miss. Bon, une réponse assez simple, ce serait parce que Carla Bell, Miss Allemagne, a composé la musique du tango. Donc c'était aussi une façon peut-être de lui adresser un clin d'œil. Mais aussi, ces photographies sont placées sur des balances. Donc on retombe en fait sur cette question de comparaison. Et justement, là, le titre International Comparison fait aussi sens par rapport à ces photographies où on vient comparer des femmes sur des critères plutôt esthétiques. Donc il y a cette question qui intéresse aussi pas mal Raffaella, le regard qui est posé sur la femme, sur le corps de la femme, notamment le regard masculin. On retrouve un petit peu en clin d'œil à l'affiche de l'exposition, on pourra en reparler, mais où on a donc Maigret entouré de ces deux femmes en sous-vêtements. Mais à la différence des concours, ici Raffaella est soigneusement venue remettre chaque balance dans un état neutre, en fait, en équilibre. Donc dans cette comparaison, dans ce concours, il n'y a pas de gagnante. Toutes les femmes sont au même niveau, dans un même équilibre. Les petites balances dans lesquelles elles sont posées, ce sont des balances de pharmacie. Il y a des petites étiquettes encore qui se promènent par-ci par-là. On en a une ici, morphine, qui Raffaella a choisi des balances de pharmacie justement parce que à cause de ces petites étiquettes, parce que ça pouvait faire un petit peu un clin d'œil peut-être à la femme poison ou à la femme qui soigne. Ça dépend de quel point de vue on se place, mais on retombe un petit peu sur des clichés par rapport à la femme et à son rôle. Ça, c'est question de regard posé sur la femme, sur son corps, sur ses rôles, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup Raffaella. Elle est féministe. On le retrouve en fait par petites touches dans presque chacune de ses installations, mais c'est pas quelque chose qu'elle veut mettre en avant de façon très revendicative. Mais elle en parlera toujours. Ces sortes de griffes qu'on voit, elles ont été découpées dans une ancienne cuve à fioul que l'artiste a récupérée et dont elle s'est servie aussi dans une autre exposition. Alors cette fois-ci sans rapport avec Erich Hoppe, donc pour vous montrer une autre de ses installations. Elle avait récupéré ici donc les extrémités de la cuve pour s'en servir en tant qu'écran de projection. En fait, quand elle travaille la vidéo, ces installations deviennent en quelque sorte le cadre de ses projections. Et donc là, c'est la partie centrale en fait de la cuve qu'elle a redécoupée en griffes et qu'elle utilise dans cette exposition. Et avec les griffes, elle a découpé une autre partie, cette sorte de petit plateau, de petit bol, presque, qui vient accueillir Masque, un acteur français qu'on reconnaît bien, Louis de Funès, et qui est du coup un petit peu... c'est un peu la question que posent tous les visiteurs après avoir fait un tour, mais pourquoi il y a Louis de Funès dans l'exposition?
C'est un peu le but. J'ai l'impression que l'artiste voulait atteindre de venir un petit peu nous questionner, nous titiller par rapport au choix de ce personnage. Quand on lui a posé la question, sa première réponse a été parce que je l'aime bien, tout simplement. Donc pourquoi pas. Faire référence du coup à cet acteur. C'est un acteur qu'elle aime bien parce que ses films sont marrants, mais aussi parce qu'il a un engagement assez particulier. Pas dans tous ses films, mais dans certains, il va être acteur, producteur, réalisateur. Il va tenir un petit peu tous les rôles de la chaîne. C'est une pratique que Rafaela Vogel, elle admire, parce que c'est quelque chose aussi qu'elle met en place dans ses propres vidéos. Elle va tenir tous les rôles également. Et du coup, elle est assez admirative de cette référence ce qu'elle appelle un total filmmaker. Ce qui est intéressant aussi, ce qui l'intéressait aussi, c'était le choix un petit peu, le côté un peu ambigu que ça pouvait avoir de choisir d'exposer juste la tête de Louis de Funès, qui interprétait Rabbi Jacob dans une ancienne synagogue. C'est un petit peu pour faire émerger peut-être toutes ces questions, toutes ces petites surprises qu'elle a choisi cet acteur. Et aussi, en tout cas pour moi, ce masque de Louis de Funès, il agit un peu comme un symbole. Un petit peu comme les éléphants qui symbolisent la mémoire. Ici, c'est presque le symbole d'une génération. On est dans les années 70. Et c'est un petit peu cette génération aussi dans laquelle Rafaela nous replonge, c'est la génération de ses parents. Et c'est un petit peu dans cette époque qu'elle nous replonge avec toutes ses œuvres. Louis de Funès, elle a choisi de le placer de telle sorte à ce qu'il observe. À la fois, on pourrait se dire qu'il observe justement ces femmes qui sont posées sur les balances, mais il observe aussi cette affiche, qui est donc le visuel finalement de l'exposition. Affiche de Maigret und sein größter Fall et sa plus grande enquête. Rafaela Vogel, elle collectionne les affiches de films, de séries télé à partir des années 30. Et elle a choisi précisément cette affiche, déjà pour cette relation qui se construit entre donc Maigret tranquillement en costume qui fume sa pipe, avec de part et d'autre donc ces deux femmes en sous-vêtements. On a l'impression effectivement qu'il les compare. Et en même temps, on ne sait pas vraiment s'il les compare parce que c'est nous qui regardons directement, c'est pas l'une ou l'autre de ces femmes. Et ce qui l'intéressait aussi, c'est l'acteur qui joue Maigret en Allemagne, Heinz Rühmann, qui a une histoire un peu particulière aussi. En fait, sa première femme était de confession juive, et pour la protéger du régime nazi, et aussi quand même un peu pour protéger sa carrière, il a fait le choix de la divorcer, de l'expatrier moyennant finance, puis de s'arranger avec un collègue acteur pour qu'il l'épouse et qu'elle puisse acquérir la nationalité suédoise, et donc être à l'abri des poursuites du régime. Donc il y avait un peu cette histoire qui intéressait Rafaela parce que un bon nombre des personnes qu'elle nous cite, notamment à travers le mémorial, Erich Hoppe a été caché dans la maison qu'elle a achetée. Il a été caché d'ailleurs par un haut gradé du régime nazi, mais qui était fan de musique. Donc il y a une entente qui s'est créée comme ça entre ces deux personnes. L'architecte paysagiste que je citais, Roberto Burlo Marx, de la même manière, a été caché pendant longtemps. Donc il y a tout un petit peu ce réseau de personnes qui ont été cachées ou qui ont aidé à cacher des personnes qui l'intéressent. Et puis aussi, Heinz Rühmann tient le rôle d'un commissaire Maigret. Un commissaire un peu particulier qui va plus être dans l'observation, en fait, dans l'analyse des comportements des personnes. Et donc on retrouve cette question de comparaison, d'analyse avec la balance. Encore une fois, finalement, qui devient symbole de ces choses que l'on compare. C'est quand même quelque chose, on me semble, qui l'intéresse, un peu cette ambiguïté entre pour qui, finalement, est-ce qu'il a décidé d'aider et de cacher sa femme? Est-ce que c'était pour elle? Est-ce que c'était pour sa carrière, justement, et les relations qu'il avait avec le régime nazi? On a une certaine incertitude. De même qu'on ne s'attendait pas forcément à ce qu'un haut gradé du régime nazi cache un écrivain qui avait été relégué aux oubliettes par ce même régime. Donc il y a toutes ces questions aussi de relations qui l'intéressent avec
encore une fois, presque, on pourrait dire cette symbolique du triangle. On trouve entre Heinz Roman, son ex-femme d'origine nazie, qu'on a aussi dans le mémorial. Tout est ramené à la figure ou à la forme tout simplement géométrique du triangle. Donc ces questions de relation m'intéressent pas mal aussi. Je pense que je vous ai donné à peu près toutes les pistes pour en tout cas rentrer un peu plus dans les installations de Raffaella, qui sont en fait, c'est quasiment que des symboles qu'il faut aller déchiffrer, aller tirer. Et encore, je suis sûre, une multitude de détails à côté desquels même nous, médiatrices, on est passé. Il nous reste encore à découvrir. Merci beaucoup. Voilà, merci. Et quelle exposition va suivre? Qu'est-ce que vous allez montrer en janvier? Alors, en janvier, a priori, ce sera une exposition collective de peinture, une sorte de salon de la peinture. Mais voilà, c'est encore en cours de travail, donc j'ai pas plus d'infos pour le moment. Mais voilà, on est aussi en train de changer de rythme, de passer à 2 expositions par an au lieu de 3 expositions par an. Donc, on travaille encore sur pas mal de choses. Merci Sarah Violon pour cette visite guidée. Avec plaisir. Herzlichen Dank an Sarah Violon für diese wunderbare Führung durch die Ausstellung von Raffaella Vogel. Und nun bleibt dran, denn es kommt noch ein zweiter Teil über die Synagoge von Delm und ein Gebäude, was noch daneben steht, ja, was ihr dann in dem nächsten Podcast weiter entdecken könnt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören und danke euch für eure Aufmerksamkeit. Eure Verena Feldbausch. Dir hat Art Talk gefallen? Dann hinterlasse 5 Sterne und empfehle uns deinen FreundInnen. Mehr Infos zu dem Podcast findest du in den Shownotes und in unserem Blog. Sei wieder dabei, wenn es heißt, wir reden über Kunst bei Art Talk, dem Kunstpodcast aus Salor Lux.